Elle a disparu sans laisser de traces, ne laissant que des questions sans réponse. La police a inculpé une femme dans la mort d'Iris Alfaro, âgée de 18 mois, survenue l'été dernier. « Ha! Je t'ai eu! Viens ici! Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Alisha Owens, 20 ans, fait face à de multiples accusations, dont meurtre. Des enquêteurs du bureau du procureur général de Pennsylvanie affirment qu'elle a planifié la mort de l'enfant. Ils indiquent qu'elle a effectué des recherches en ligne et cherché des éléments tels que des produits ménagers susceptibles de gravement nuire aux enfants. Owens fréquentait le père de l'enfant. Dans la paisible ville de Newcastle, en Pennsylvanie, la matinée du 25 juin 2023 avait commencé comme tant d'autres. La petite Iris Rita Alfera, âgée de seulement 18 mois, se trouvait au domicile de son père dans le cadre d'une visite de week-end prévue par la corps de garde. Ses yeux lumineux et son sourire joyeux reflétaient encore tout ce qu'une longue enfance aurait dû lui offrir. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer que cette journée deviendrait un tournant déchirant dans la vie d'Iris. Une journée laissant derrière elle un vide irréparable pour sa famille et pour toute la communauté. Iris Rita Alfera est née à la fin de l'année 2021 à Butler, en Pennsylvanie. Dès le tout premier instant, elle est devenue le centre de l'espoir et de l'amour dans le regard de sa mère. Tous ceux qui ont rencontré Iris disaient la même chose. Son sourire ressemblait à la lumière du matin et ses yeux brillaient de joie pure et d'une curiosité sans fin. Elle remplissait son foyer de rire et apportait une chaleur profonde à une famille qui l'aimait de tout son cœur. Ses grands-parents, Candice Alfera et Frank Alfera, l'ont accueillie dès le début avec un amour inconditionnel. La maison où Iris vivait avec sa mère et ses grands-parents était toujours empreinte de douceur, comme si chaque mur résonnait de ces petits éclats de rire. Son grand-père a un jour confié que Iris avait complètement transformé leur vie, leur donnant le sentiment d'être les personnes les plus heureuses au monde, simplement parce qu'elle existait durant ses tout premiers mois. Iris a grandi entourée d'amour et d'une attention constante. La maison était toujours animée, notamment lorsqu'elle jouait avec les animaux de compagnie de la famille et qu'elle adorait. À l'âge de 6 mois, Iris a commencé à ramper partout, ses petites mains cherchant à explorer ce qui l'entourait, ses yeux brillants, remplis de curiosité. Chaque petite étape de son développement rendait sa famille fière. Parfois inquiète, mais surtout profondément reconnaissante de la voir grandir jour après jour. Dès son plus jeune âge, Iris aimait regarder des vidéos éducatives pour tout petit, mettant en scène Miss Rachel. Elle pouvait rester assise pendant de longues périodes, les yeux rivés à l'écran, essayant d'imiter chaque geste et chaque mouvement. C'est à ces moments-là que Iris a appris ses tout premiers signes en langue des signes, et sa rapidité à les reproduire étonnait toute la famille. À 18 mois, Iris était une petite fille vive et éveillée. Elle marchait avec assurance sur ses petits pieds, prononçait fièrement ses premiers mots et surprenait chaque jour sa famille par de nouvelles compétences. Une amie de la famille a déclaré qu'Iris était toujours en mouvement, apprenant sans cesse, comme si chaque journée était pour elle un nouveau voyage à la découverte du monde. Iris avait aussi ses préférences. Elle adorait les films d'animation comme Moana et Bluey. Dès que la musique commençait, elle se mettait à danser, agitant ses petites mains avec enthousiasme, provoquant les rires attendris de tous par son innocence joyeuse. Sa mère, Emily, avait quant à elle une passion toute particulière, porter des tenues assorties avec sa fille. Leur dressing était rempli d'ensembles mère-fille, des maillots de bain colorés, de jolies robes, jusqu'à des tenues élégantes du quotidien. Sur les réseaux sociaux, Emily partageait souvent ces moments tendres, les montrant côte à côte, un lien d'amour que l'on pouvait ressentir d'un simple regard. À l'occasion de la fête des mères, le 14 mai 2023, un peu plus d'un mois avant que la vie ne prenne un tournant douloureux, Emily a publié une photo avec Iris accompagnée de ces mots « Le plus beau cadeau dont j'ai jamais rêvé, c'est ton visage souriant, je t'aime tellement, Iris Rita, tu me rends si fière d'être ta maman ». Ce message était bien plus qu'une simple légende, il reflétait le lien profond entre une mère et sa fille et l'amour qu'Emily souhaitait montrer au monde entier. La relation entre les parents d'Iris
Emily Alfera et Bailey Jacobis, étaient jugées plutôt saines par les personnes de leur entourage. Bien qu'ils ne formaient plus un couple, ils s'efforçaient de rester cordiaux et coopératifs, conscients de leur volonté commune d'offrir à leur fille une enfance aussi stable et équilibrée que possible. Lorsque Iris a atteint l'âge de 13 mois, le tribunal a établi un calendrier officiel. Elle devait séjourner chez son père chaque mercredi ainsi qu'un week-end sur 2. À cette période, Bailey vivait avec sa nouvelle compagne, Alaysia Owens, âgée de 20 ans, étudiante en soins infirmiers. Malgré les changements intervenus dans leur vie personnelle, Emily et Bailey ont continué à faire preuve de maturité dans leur manière de coparenter. Ils faisaient preuve de souplesse concernant le droit de visite. Lorsque Bailey souhaitait voir Iris un jour supplémentaire, Emily refusait rarement. Selon la mère d'Emily, les deux parents collaboraient efficacement, plaçant toujours les besoins d'Iris au premier plan et veillant à ce qu'elle se sente aimée par les deux côtés de sa famille. Lorsque Iris se trouvait chez son père, Emily souhaitait s'assurer que tout allait bien pour sa fille. Elle demandait régulièrement des photos, des vidéos ou de courts appels vidéo, simplement pour voir le sourire d'Iris. Ces échanges, appels et messages sont devenus une habitude entre Emily et Bailey, illustrant leur engagement commun dans l'éducation de leur enfant. Cependant, derrière cette apparente harmonie, une tension plus sombre commençait à émerger. Selon les grands-parents d'Iris, la fréquence des communications entre Emily et Bailey a suscité une jalousie croissante chez la compagne de Bailey, Alaysia Owens, d'abord perçue comme une irritation légère. Cette jalousie s'est progressivement transformée en une sensibilité persistante. Plus préoccupant encore, elle aurait évolué vers des sentiments négatifs dirigés contre Iris, une enfant qui n'avait alors que 18 mois. Derrière cette image, en apparence parfaite, des signes discrets mais inquiétants ont commencé à apparaître à partir de février 2023. Alaysia Owens a entamé une série de recherches en ligne portant sur des objets domestiques susceptibles de présenter des dangers pour les jeunes enfants. Le 28 février, elle a saisi plus d'une douzaine de requêtes dans son moteur de recherche, allant de produits potentiellement inadaptés aux nourrissons à des questions telles que une crème solaire peut-elle provoquer une réaction indésirable chez un enfant d'1 an ou que se passe-t-il si mon enfant avale du vernis à ongles. Le 8 mars, Alaysia a poursuivi ses recherches en s'intéressant aux symptômes observés lorsqu'un enfant avale accidentellement une pile, posant notamment la question « Et que se passe-t-il si un enfant avale une pile bouton ?» C'était Andy D. Dateses. Son historique de recherche montre ensuite qu'elle s'est penchée sur des cas dans lesquels de jeunes enfants avaient présenté des problèmes de santé préoccupants après avoir ingéré des water beads, de petites billes qui gonflent au contact de l'eau et peuvent représenter un risque sérieux pour la santé lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme d'un enfant. Un élément a particulièrement retenu l'attention. Alaysia a également recherché l'expression « water beads près de chez moi », ce qui suggérait un intérêt concret pour des objets susceptibles de présenter des risques significatifs pour le système digestif ou les voies respiratoires d'un jeune enfant. Au début du mois d'avril 2023, un incident grave est survenu, marquant le début d'une série d'événements profondément préoccupants. Un lundi, lorsque Emily a changé la couche de sa fille après un week-end passé au domicile du père d'Iris, elle a remarqué quelque chose d'anormal. À l'intérieur de la petite couche se trouvait une bille transparente, à l'aspect gélatineux, une water bead. Dans les jours qui ont suivi, la situation est devenue encore plus alarmante. Emily a découvert d'autres corps étrangers, notamment une petite vis métallique ainsi que 3 piles boutons rondes. Choquée et profondément inquiète, elle a immédiatement conduit Iris à l'hôpital UPMC Jameson, puis par la suite à l'UPMC Children's Hospital de Pittsburgh pour une évaluation médicale urgente. Durant 4 jours d'hospitalisation, les médecins ont constaté qu'Iris avait expulsé plusieurs water beads, des piles boutons ainsi qu'une vis. Il ne s'agissait manifestement plus d'un simple accident domestique. Les water beads sont de minuscules sphères polymères qui se dilatent au contact des liquides, représentant un risque majeur pour le système digestif des enfants et provoquant un inconfort important, en particulier chez les tout petits. Même les médecins les plus expérimentés ont reconnu le niveau de gravité de la situation pour une enfant âgée de seulement 18 mois. La US Consumer Product Safety Commission
met en garde depuis longtemps contre les dangers liés à l'ingestion de waterbeads par les enfants. Une fois à l'intérieur de l'organisme, ces polymères continuent à se dilater, entraînant douleurs, nausées, déshydratation et complications digestives, pouvant nécessiter une intervention médicale, car le moindre retard peut aggraver considérablement l'état de l'enfant. Les piles-boutons présentent également des risques majeurs. Les médecins de l'hôpital pour enfants de Philadelphie expliquent que ces piles peuvent se loger dans des zones dangereuses et déclencher des réactions nocives en très peu de temps. Si elles ne sont pas détectées rapidement, elles peuvent endommager des tissus sensibles et entraîner des complications médicales supplémentaires. En un instant d'inattention, des objets du quotidien apparemment inoffensifs peuvent devenir extrêmement dangereux pour de jeunes enfants incapables de se protéger eux-mêmes. « Nous n'avons aucun de ces objets dans notre maison », a déclaré Emily au médecin, la voix brisée. « Je fais attention aux moindres détails autour de ma fille. Je la surveille constamment. Il est impossible qu'Iris ait pu trouver et avaler tous ces objets à haut risque chez moi. » Cette déclaration a rendu l'équipe médicale encore plus vigilante. Compte tenu de la gravité de la situation et du nombre d'éléments dangereux retrouvés dans l'organisme d'Iris, les médecins ont rapidement compris qu'il ne s'agissait plus d'un simple accident domestique. Ils ont immédiatement contacté les Lawrence County Children and Youth Services, CYS, afin de signaler des préoccupations selon lesquelles Iris n'aurait pas bénéficié d'une surveillance adéquate ou, plus grave encore, aurait pu être placée intentionnellement dans une situation dangereuse. Cette démarche urgente reflétait la responsabilité de l'hôpital de protéger une enfant de 18 mois contre des risques qu'elle ne pouvait ni reconnaître ni éviter seule. Le 5 avril 2023, peu après la sortie d'Iris de l'hôpital, Emily Pate, submergée par la peur, s'est empressée de déposer une requête d'urgence auprès du tribunal. Dans ce document, elle suppliait le juge David Acker de suspendre les droits de visite du père jusqu'à ce que les services de protection de l'enfance puissent mener une enquête complète et approfondie. Il ne s'agissait pas d'une simple démarche juridique, mais du cri désespéré d'une mère guidée par son instinct pour protéger son enfant. Emily savait, au plus profond d'elle-même, que quelque chose n'allait pas. Dans sa requête, elle écrivait « L'incapacité du père à assurer une surveillance appropriée de l'enfant a placé Iris dans une situation de danger et d'atteinte préoccupante à sa santé. » Ces lignes tremblantes constituaient à la fois un avertissement et le reflet de sa détresse, alors qu'elle tentait, par tous les moyens possibles, de protéger sa fille. Cependant, au lieu de restreindre les droits de visite afin de protéger Iris, le juge David Acker a rendu une décision qui a profondément inquiété la famille. Le 11 avril, il n'a pas suspendu les visites du père. Il a ordonné à la place que Emily et Bailey suivent tous deux des cours de coparentalité. Une audience de suivi était prévue le 2 mai, mais elle a ensuite été annulée lorsque le tribunal a indiqué que les deux parties avaient trouvé un accord. Selon la famille d'Emily, aucun accord clair n'a jamais existé. Emily a même été avertie que si elle empêchait les visites, elle pourrait être considérée comme étant en outrage au tribunal et que sa garde d'Iris pourrait en être affectée pour une mère cherchant à protéger son enfant. Cette situation a créé une pression émotionnelle immense, d'autant plus qu'elle estimait que les décisions judiciaires auraient dû prioriser avant tout la sécurité de l'enfant. Après le signalement de l'incident, les services de protection de l'enfance se sont rendus au domicile d'Emily et de Bailey, mais le résultat a laissé la famille découragée. Rien d'anormal n'a été relevé et l'évaluation s'est terminée rapidement. Un membre de la famille a déclaré que l'ensemble du processus avait semblé précipité et n'avait pas donné l'impression que la situation avait été examinée de manière approfondie. Ce qui a le plus troublé la famille, c'est qu'aucune autorité n'a posé la question essentielle. Comment une vingtaine de waterbeads, une vis métallique et 3 piles boutons ont-elles pu se retrouver dans le corps d'une fillette de 18 mois après un seul week-end de visite? Il était peu probable qu'il s'agisse d'un simple accident domestique. Pourtant, au lieu d'être traité comme un signal d'alarme grave nécessitant une attention renforcée, le dossier a été rapidement clos. Cette négligence a, sans le vouloir, replacé Iris dans une situation préoccupante dont elle aurait dû être protégée.
Pendant ce temps, derrière les portes apparemment calmes du domicile de Bailey Jacoby, Alaysia Owens a continué à effectuer des recherches en ligne inquiétantes. Après l'incident d'avril, loin de s'arrêter, ses requêtes sont devenues de plus en plus précises et alarmantes. Que faire si un enfant boit de l'acétone? Que se passe-t-il si un enfant avale une grande quantité de dissolvant pour vernis à ongles? Ou encore, quels produits cosmétiques peuvent avoir des effets négatifs sur les jeunes enfants? Autant de questions révélant un schéma préoccupant. Puis, le 20 juin 2023, soit seulement 5 jours avant la tragédie, Alaysia a recherché une phrase qui a profondément inquiété les enquêteurs. Comment un enfant vit-il une situation dangereuse? Et il ne s'agissait pas d'une question anodine. À la lumière de l'ensemble des événements précédents, elle est devenue un signal d'alerte que les enquêteurs ne pouvaient ignorer. Pourtant, malgré les inquiétudes de la mère et l'accumulation d'indices de risque, Iris a continué à être confiée au domicile de son père, où vivait également sa compagne, dans le cadre du calendrier de visite habituel. Au lieu de mesures de protection renforcées, les autorités chargées de la protection de l'enfance n'ont procédé qu'à un contrôle sommaire, rapidement clos et ne reflétant pas l'évaluation approfondie qu'exigeait la situation. La décision du tribunal, loin de constituer un rempart protecteur, a involontairement permis qu'une enfant de 18 mois retourne dans un environnement présentant des signaux d'alerte évidents. Autrement dit, Iris a été placée sous la responsabilité d'une personne manifestant des comportements préoccupants à l'égard des enfants, et la tragédie qui a suivi n'a pas été uniquement le résultat d'actes individuels, mais aussi celui de défaillance au sein d'un système censé protéger les vies les plus vulnérables. Le dimanche 25 juin 2023, dans la ville de Newcastle, en Pennsylvanie, la matinée avait commencé paisiblement, comme n'importe quelle autre. La petite Iris, âgée de seulement 18 mois, se trouvait au domicile de son père, Bailey Jacoby, pour la visite de week-end prévue, en présence de sa compagne, Alaysia Owens. En l'espace de quelques heures à peine, elle devait retourner dans les bras de sa mère, un endroit qui avait toujours été synonyme de sécurité et d'amour. Ce jour-là, Bailey décida de s'arrêter dans un magasin afin d'acheter quelques affaires pour sa fille avant de la ramener chez Emily. Il laissa Iris à la maison avec Alaysia, sa compagne de 20 ans, étudiante en soins infirmiers, mais alors que Bailey se trouvait à la caisse. Avec un chariot rempli d'articles, son téléphone vibra soudainement. À l'autre bout du fil, la voix d'Alaysia, empreinte d'inquiétude, déclara « Bailey, quelque chose ne va pas avec Iris. » J'étais assise dans le salon à regarder la télévision quand j'ai entendu un bruit inhabituel. Comme un son faible, je suis allée vérifier. Et elle semblait réagir très faiblement. Je suis vraiment inquiète. Bailey composa immédiatement le 911, submergée par l'angoisse, et quitta précipitamment le magasin, abandonnant son chariot en plein milieu de l'allée. Il rentra chez lui à toute vitesse, le cœur battant. Lorsqu'il arriva, l'ambulance atteignit le domicile presque au même instant. La scène bouleversa autant l'équipe médicale que Bailey. La petite Iris, âgée de seulement 18 mois, était allongée au sol, présentant des réactions extrêmement faibles, les yeux éteints, la respiration à peine perceptible. Son état était critique. Sans perdre une seconde, les secours ont entrepris des gestes d'urgence et ont installé la fillette sur une civière, la transportant immédiatement à l'hôpital Jameson de Newcastle, dans l'espoir de la stabiliser. Quelques heures seulement après son admission, les médecins ont estimé qu'Iris nécessitait des soins de niveau supérieur et ont organisé un transfert urgent vers l'UPMC Children's Hospital de Pittsburgh, situé à près d'1 heure de route. Ce même jour, bouleversée par la peur, Bailey a contacté son ancienne compagne, la mère d'Iris, Emily Alfera. Sa voix tremblait lorsqu'il lui a dit « Emily, quelque chose est arrivé à notre fille. Nous sommes à l'hôpital. » La nouvelle a frappé la jeune mère avec une violence dévastatrice. Emily s'est effondrée en larmes, a immédiatement prévenu ses parents, les grands-parents d'Iris, et toute la famille s'est précipitée vers Pittsburgh. À l'hôpital, les médecins ont immédiatement procédé à une série d'examens d'urgence et les résultats ont surpris l'ensemble de l'équipe médicale. L'état d'Iris se détériorait rapidement et ses réactions étaient nettement diminuées, indiquant que son organisme subissait un stress grave.
La zone autour de sa tête présentait un gonflement ainsi que des impacts préoccupants affectant sa stabilité générale. Les médecins ont également relevé des anomalies internes, notamment au niveau des yeux. L'élément le plus alarmant pour l'équipe médicale était le taux anormalement élevé d'acétone détecté dans son sang. Face à l'accumulation de ces facteurs inquiétants, le corps fragile d'Iris a continué à décliner, tandis que les soignants travaillaient minute après minute pour tenter de la stabiliser. Des spécialistes de l'UPMC Child Protection Team ont confirmé aux enquêteurs que tout adulte raisonnable chargé de la garde d'un enfant aurait nécessairement remarqué un changement évident dans le comportement d'Iris après une telle exposition et l'apparition de tels symptômes. Un enfant dans cet état n'aurait pas pu sembler stable. Pourtant, dans leur déclaration, Alaysia Owens et Bailey Jacoby ont affirmé que Iris avait simplement été un peu fatiguée et qu'elle avait vomi à quelques reprises au cours des 24 heures précédentes, ajoutant qu'en dehors de cela, elle paraissait aller bien. Pendant 4 jours d'une tension extrême, le personnel médical a travaillé sans relâche, mettant en œuvre toutes les mesures possibles pour la soutenir, des équipements médicaux avancés, des traitements médicamenteux et l'attention constante de l'équipe infirmière ont été mobilisés dans un seul but, améliorer l'état d'Iris. Toutefois, dans l'après-midi du 29 juin 2023, à 13h52, le petit corps d'Iris n'a plus été en mesure de répondre aux soins prodigués. La pièce est alors tombée dans un silence lourd, tandis que sa famille était submergée par une douleur que les mots ne peuvent décrire. Nous entendons les grands-parents d'Iris Alvera, âgés d'1 an. La petite fille est décédée d'un empoisonnement à l'acétone la semaine dernière. La police a arrêté la petite amie de son père, chez les Bordes. Nous avons parlé aux grands-parents qui disent qu'ils ne veulent pas seulement que justice soit rendue pour le bébé Iris, ils veulent que les lois soient modifiées afin qu'aucune autre famille n'ait à traverser cette douleur. Tout ce que nous faisons, c'est mettre un pied devant l'autre. C'est tout simplement horrible. C'est quelque chose qui ne devrait arriver à personne. Ce beau bébé, Candice et Frank Alfaro retiennent leurs larmes en se souvenant du jour où leur fille, Emily, les a appelés pour leur dire que leur petite fille de 18 mois, Iris, qui vivait avec eux, ne réagissait plus alors qu'elle était sous la garde de son père. Elle a changé nos vies. Elle a fait de nous les 2 personnes les plus heureuses du monde. Je disais à Emily, « Oh, je pensais que je t'aimais. » Je lui ai dit, « Je suis désolé. » Mais Iris, c'est encore bien plus. Et elle se fâchait. Le bébé Iris est décédé à l'hôpital 4 jours plus tard, le 29 juin, d'un empoisonnement à l'acétone. C'est déjà assez grave de faire quelque chose comme ça. Mais je veux dire, les recherches là-dessus, mais le faire à un bébé, je ne comprends pas. Je ne pourrais pas faire ça à un animal. Parce qu'Emily et Bailey avaient encore une bonne relation de coparentalité. Plusieurs mois avant la mort du bébé Iris, elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital pour avoir ingéré des billes d'eau, des piles et une vis, lorsque la police a raconté l'affaire en indiquant qu'ils pensaient qu'il s'agissait de la première tentative d'Owen pour tuer Iris. Ils ont immédiatement contacté les services à l'enfance et à la jeunesse. Mais le CIS a autorisé la poursuite des visites avec le père d'Iris à son domicile. En présence d'Owen, nous avons dû aller au tribunal, au service à l'enfance et à la jeunesse. Ils ont enquêté et ils ont dit que c'était acceptable qu'il puisse reprendre ses visites régulières. En ce qui me concerne, les services à l'enfance et à la jeunesse ont failli à leur mission. Maintenant qu'une arrestation a été effectuée, les Alvarez disent qu'ils vont laisser le système judiciaire suivre son cours pendant qu'ils concentrent leur attention sur le fait de maintenir la mémoire du bébé Iris vivante. Tout en veillant à ce que cela ne se reproduise jamais, nous voulons changer la loi pour empêcher que cela arrive, au moins la modifier au point qu'ils doivent avoir des visites supervisées. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Emily a promis de faire de sa mission de vie de s'assurer que les lois soient changées et que les souvenirs d'Iris soient à jamais préservés. Après la perte déchirante d'Iris,
Ses grands-parents, Frank et Candice Alfera, n'ont pas pu dissimuler le chagrin qui pesait sur leur cœur. Ils ont expliqué que la petite fille avait complètement transformé leur vie, leur donnant le sentiment d'être les personnes les plus heureuses au monde. Pour eux, Iris n'était pas seulement une petite fille, mais la lumière de leur famille et une source constante de joie dans leurs journées paisibles. C'est pour cette raison qu'ils estimaient que l'histoire d'Iris devait être racontée, afin de rappeler à tous qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître une fin aussi tragique. Dès que les médecins ont confirmé l'existence d'éléments préoccupants entourant son décès, la police a immédiatement ouvert une enquête. Les premières personnes interrogées ont été son père, Bailey Jacoby, et sa compagne, Alicia Owens, qui s'occupait de Iris au moment de l'incident. Dans sa déclaration, Alicia a affirmé qu'elle nourrissait Iris sur un lit lorsque celle-ci aurait soudainement eu des crampes aux bras et aux jambes, provoquant sa chute au sol. Elle a déclaré avoir paniqué en constatant qu'Iris ne réagissait pas comme prévu, avoir tenté de lui porter secours, puis avoir appelé Bailey avant de composer le 911. Toutefois, lorsque les enquêteurs ont examiné les lieux, ils ont découvert que le lit décrit par Alicia était en réalité un matelas d'environ 15 cm posé directement sur un sol recouvert de moquettes. Une chute depuis une hauteur aussi faible ne pouvait pas expliquer les signes inquiétants relevés par les médecins. Cette incohérence a conduit les enquêteurs à remettre en question le récit d'Alicia dès le départ et a ouvert la voie à de nombreuses interrogations majeures dans les premiers jours de l'enquête. Alicia a répété à plusieurs reprises qu'elle et Bailey n'avaient jamais laissé Iris seule. Elle a également insisté sur le fait que tous les placards de la salle de bain étaient verrouillés, affirmant qu'il était impossible que la fillette ait pu accéder à des substances présentant un danger pour sa santé. Cependant, lorsque la police a saisi et analysé le téléphone d'Alicia, les éléments découverts ont soulevé de graves inquiétudes. À partir de février 2023, soit plusieurs mois avant la tragédie, son historique de recherche montrait qu'elle consultait fréquemment des sites évoquant des situations pouvant créer des conditions dangereuses pour de jeunes enfants. Des dizaines de recherches concernant des substances présentant des risques importants pour la santé apparaissaient de manière récurrente. Lorsque l'enquête formelle a débuté, les enquêteurs ont également mis au jour d'autres requêtes supprimées, notamment sur le fonctionnement des détecteurs de mensonges, la manière de les contourner et même sur la façon de manipuler un interrogatoire. Selon les enquêteurs, l'ensemble de ces éléments constituait des signes clairs d'une tentative de dissimulation de comportements préoccupants. Le rapport médical établi par le médecin légiste a apporté une confirmation douloureuse. Iris avait été fortement affectée par une exposition à l'acétone. L'acétone est un produit chimique courant présent dans de nombreux produits ménagers et lorsqu'il pénètre dans l'organisme d'un jeune enfant, il peut provoquer des nausées, des vomissements, d'inconfort manifeste et entraîner des complications de santé à plus long terme. Mais ce n'était pas la seule source d'inquiétude. Les médecins ont également relevé des anomalies au niveau de la tête et des yeux d'Iris, des signes qui peuvent apparaître lorsqu'un enfant subit un impact inexpliqué. Et ces constatations ont été décrites par les spécialistes comme hautement préoccupantes face à des preuves médicales claires. Les experts ont été unanimes. Un enfant subissant des effets aussi graves présenterait nécessairement des changements comportementaux évidents, allant d'un inconfort marqué à une dégradation progressive de son état de santé. Pour cette raison, l'affirmation d'Alicia Owens et de Bailey Jacoby, selon laquelle Iris semblait aller bien avant de devenir non réactive, ne pouvait pas correspondre à la réalité. Après Erika, ce soir, des personnes se rassemblent ici au Riverfront Park de Newcastle en l'honneur d'Iris L. Ferreira, âgée de 18 mois. Sa mort soudaine a bouleversé cette communauté. À présent, la famille me dit qu'Iris souffrait d'une hémorragie cérébrale et qu'elle ne réagissait plus lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital dimanche dernier. Le 25 juin, ils indiquent qu'elle se trouvait alors dans le cadre d'un droit de visite ordonné par le tribunal, selon le rapport du médecin légiste du comté d'Allegheny. Elle est décédée jeudi à l'hôpital pour enfants UPMC. Le chef de la police de Newcastle déclare à KDKA qu'une enquête est en cours. Aucune accusation n'a été déposée. Ils attendent les dossiers provenant à la fois de l'hôpital et du bureau du coroner. Ce soir,
Des bougies seront allumées ici et des ballons seront également lâchés en l'honneur d'Iris. La veillée commence ce soir à 7 h. Nous vous proposerons un compte-rendu complet ce soir à 10 h et à 11 h. Pour l'instant, en direct de Newcastle, Lauren Linder, KDKA TV News. L'ensemble de la communauté de Newcastle s'est rassemblé autour de la famille. L'entourant de compassion et de soutien, groupe baptisé 20 Angels for Iris a été créé et ses membres ont installé un grand panneau d'affichage près du Dunkin' Donuts de Mill Street portant un message fort et justice pour Iris. Le groupe a également organisé des événements autour du ruban violet afin de sensibiliser le public aux situations susceptibles de mettre les enfants en danger. Et une manière de transformer la douleur en action concrète et porteuse de sens. La mort d'un enfant de 18 mois bouleverse une famille de Newcastle. L'avocat de la famille a déclaré que le bébé avait été secoué. Iris Alfaro a été transportée par avion vers un hôpital de Pittsburgh dimanche. Elle se trouvait sous la garde d'un proche, mais l'ampleur de l'implication de cette personne dans ses blessures fait encore l'objet d'une enquête. Les enquêteurs de Newcastle attendent davantage d'informations médicales pour les aider dans l'examen du décès de l'enfant. Aucune accusation n'a été déposée à ce stade. Pendant ce temps, l'enquête judiciaire s'est poursuivie pendant 7 mois, laissant la famille plongée dans une attente insoutenable. Le 15 novembre, elle a publié un message douloureux. Les personnes responsables de cette situation troublante continuent de se cacher derrière des caméras installées dans leur maison, gagnant chaque jour un peu plus de confiance. Et puis, le 13 décembre, 70 jours après la tragédie, un autre message déchirant a été partagé. Ne plus entendre son rire pur, ne plus voir son sourire chaque jour, est une tristesse que les mots peinent à exprimer. Enfin, le 10 janvier 2024, après 196 longs jours, la police a procédé à l'arrestation d'Alysia Owens. La police a inculpé une femme dans la mort d'Iris Alfaro, âgée de 18 mois. L'été dernier, Alicia Owens, 20 ans, fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont homicide criminel. Les enquêteurs du bureau du procureur général de Pennsylvanie ont déclaré qu'elle avait planifié des moyens de tuer l'enfant. Ils ont indiqué qu'elle avait effectué des recherches en ligne et recherché des éléments, tels que des produits du ménager, pouvant causer de graves blessures à un enfant. Owens fréquentait le père de la petite fille. Et voici une photo de la petite Iris. Sa famille l'a décrite comme un don pur et magnifique de Dieu. Elle avait un superbe sourire et ses yeux pétillaient. Iris a d'abord été retrouvée inanimée à son domicile et est décédée 4 jours plus tard à l'hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh. La suspecte s'est vue refuser la liberté sous caution dans cette affaire. Après des mois d'investigation, Alysia Owens a été formellement inculpée de plusieurs infractions pénales graves. Au total, elle fait face à 9 chefs d'accusation, dont 3 liés à des atteintes d'une gravité particulièrement élevée, 4 concernant des actes préjudiciables envers des enfants de différentes tranches d'âge, ainsi que 2 chefs relatifs à la mise en danger du bien-être d'un enfant par un parent ou un tuteur. Si elle était reconnue coupable de l'ensemble des charges, elle encourait la peine maximale prévue par la loi. Le tribunal a rejeté sa demande de mise en liberté sous caution et la première audience préliminaire a été fixée au 24 janvier. Le procès devait initialement s'ouvrir le 6 janvier 2025, mais il a été reporté à la suite d'un changement d'avocat du côté de la défense. Selon les autorités judiciaires, aucune nouvelle date de procès n'a encore été arrêtée, laissant la famille d'Iris dans une attente prolongée, sous une pression immense dans l'espoir que justice soit enfin rendue. Tout au long de l'enquête et pendant sa détention, plusieurs témoins ont indiqué qu'Alysia Owens était restée d'un calme jugé troublant. Elle a montré très peu de réactions émotionnelles visibles face à ce qui était arrivé à l'enfant qui lui avait autrefois fait confiance. Cette attitude a accentué la douleur ressentie par la famille et par la communauté. Afin de faire vivre la mémoire d'Iris, la famille a créé le fonds Angels for Iris, qui a permis de recueillir plus de 17 000 $. Grâce à ce soutien, elle prévoit d'organiser une course caritative de 5 km,
de mettre en place des bourses d'études au nom d'Iris et de lancer le projet Iris' Closet, destiné à fournir des articles essentiels aux enfants dans le besoin au sein des écoles locales. Le grand-père d'Iris, Frank Alfera, a déclaré que la famille s'était sentie trahie, estimant que les autorités n'ont pas correctement fait leur travail. À ses yeux, cette tragédie n'est pas uniquement le résultat de comportements profondément préoccupants, mais aussi le reflet de failles majeures au sein du système de protection de l'enfance. À ce jour, la justice pour Iris demeure inachevée. Bien qu'Alésia Owens ait été arrêtée et fasse face à 9 chefs d'accusation, dont certains liés à des conséquences particulièrement graves, la procédure judiciaire est toujours en cours. Le procès, initialement prévu pour le 6 janvier 2025, a été reporté après un changement d'avocat du côté de la défense et aucune nouvelle date n'a encore été fixée, laissant la famille Alfera et la communauté de Newcastle dans une incertitude persistante. Pour eux, l'absence de verdict définitif empêche toute forme de clôture du deuil. Chaque jour qui passe, le nom d'Iris est prononcé comme un rappel que justice doit être rendue. La famille et ses soutiens estiment que, même si rien ne pourra jamais réparer cette perte, un jugement clair est indispensable pour honorer sa mémoire et protéger d'autres enfants à l'avenir. Ils auraient dû agir après l'incident d'avril, c'est le rappel douloureux que la famille d'Iris a exprimé le 30 décembre lors de sa rencontre avec les autorités. Elle a laissé un message fort. Souvenez-vous de son nom pendant toute votre carrière. Dites son nom chaque jour et rappelez-vous pourquoi elle n'est plus parmi nous. Pour Emily Alfera, la mère d'Iris, cette perte est devenue une mission de toute une vie. Elle est déterminée à œuvrer pour des changements dans les lois relatives à la protection de l'enfance afin que le décès d'Iris ne soit pas réduit à un simple chiffre dans un rapport. Je veux que les gens connaissent son visage. Elle n'est pas qu'une statistique, a déclaré Emily avec émotion et détermination. Pour elle, chaque étape à venir vise à honorer Iris et à protéger d'autres enfants contre un destin similaire. L'histoire d'Iris a mis en lumière des faiblesses préoccupantes dans le processus de protection de l'enfance, un système où des signaux d'alerte ont été ignorés, où les évaluations n'ont pas été menées avec la rigueur nécessaire et où une mère cherchant à protéger son enfant a subi une pression juridique au lieu de recevoir du soutien. La leçon est sans équivoque. Les signes inquiétants concernant des enfants ne doivent jamais être négligés. Si une fillette de 18 mois a pu avaler 20 water beads, une vise et 3 piles boutons, si l'historique de recherche d'un adulte chargé de sa garde contient de multiples requêtes sur des substances dangereuses et des risques pour la sécurité, alors le système doit réagir immédiatement. La vérité révélée par l'histoire d'Iris Rita Alfera nous oblige à regarder en face une réalité difficile. Les mécanismes censés protéger les vies les plus vulnérables n'ont pas fonctionné lorsqu'ils étaient le plus nécessaires. Pour Iris et pour chaque enfant qui mérite de grandir en sécurité, des changements doivent être exigés afin qu'aucune autre famille n'ait à subir une perte aussi profonde. L'histoire d'Iris Rita Alfera a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé dans le cœur de sa famille et de la communauté de Newcastle. Une petite fille de seulement 18 mois, aux yeux lumineux et au rire joyeux, a perdu la vie dans des circonstances soulevant de graves inquiétudes quant aux personnes censées la protéger. Sa famille, en particulier sa mère et ses grands-parents, restent déterminés à transformer sa douleur en action. Ils ont créé un fonds caritatif, organisé des veillées aux chandelles et rappelé à la communauté que le nom d'Iris ne devait jamais être oublié. Pourtant, la justice pour Iris demeure inachevée. Le procès a été reporté, aucun verdict définitif n'a été rendu et sa famille continue d'attendre le cœur lourd. Cette histoire, racontée dans le cadre d'un documentaire de True Crime, ne se limite pas à une tragédie. Elle rappelle que la justice doit être rendue sans délai, en particulier lorsque la sécurité d'un enfant est en jeu. Pour Iris et pour tous les enfants, des changements doivent être exigés afin que la justice ne soit pas une simple promesse, mais une réalité concrète protégeant les plus vulnérables contre des drames qui n'auraient jamais dû se produire. Cette vidéo a été réalisée dans un but éducatif et de sensibilisation à la justice et à la protection de l'enfance.
sans aucune intention de choquer ni de recourir au sensationnalisme. Nous vous invitons à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nous rejoindre dans les prochains épisodes de documentaires True Crime, où chaque histoire se veut une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.